Bonjour, bon matin, bonsoir, partout où vous êtes. Je suis très heureuse de faire l'animation de cette table ronde sur les personnes trans et non-binaires, enjeux d'existence et de résistance, qui est la dernière table ronde de notre conférence qui a eu lieu sur 3 jours. Donc sur cette table ronde est prévue à la modération Giovanna Rincon. Et bienvenue Giovanna. Merci beaucoup. Sur le panel, nous avons Clémence Zamora Cruz. Bienvenue Clémence. Merci de l'invitation. Bonjour à tout le monde. Ensuite, nous avons Blake. Bienvenue Blake. Le micro. Votre micro est fermé. Ça va maintenant? Oui. Oui, merci, bonjour. Et enfin, nous avons Mélodie. Bienvenue Mélodie. Merci, bonsoir à tous. Bon, alors juste une petite information, nous avons aussi à mes côtés Christine et Corinne qui vont faire la traduction en langue des signes. Donc, je vous demande d'être attentif et attentive au débit de votre parole, voilà, pour que tout le monde soit dans les meilleures conditions et que les messages puissent passer partout et pour tout le monde. Voilà, donc je vous laisse vous présenter et je passe le relais à Giovanna. Merci beaucoup Stéphanie. Bonjour à tout le monde. C'est un honneur et une grande opportunité pour moi de pouvoir partager cette table ronde avec des personnalités militantes telles que Blake, Mélodie et Clémence. Moi, je suis Giovanna Rincon, je suis directrice de l'association Inacceptesté qui est basée à Paris. Je vais aussi laisser présenter rapidement le reste de mes camarades. Peut-être se présenter et de nous dire qu'est-ce que vous faites chacune, chacun dans votre pays ou dans votre ville où vous êtes actuellement. Est-ce qu'on peut commencer par Blake? Oui, bien sûr. Je suis Blake, je suis un homme trans, j'ai 20 ans, coordinateur à Outcast, l'association tunisienne pour la défense des droits des personnes trans, et je suis membre à plusieurs associations qui défendent les droits LGBT en Tunisie. Merci Blake. Clémence, à toi la parole. Bonjour tout le monde, bonsoir, bon après-midi là où vous soyez. Donc moi je suis Clémence Zamora Cruz, je suis une femme trans migrante. Je suis née au Mexique et j'habite à Paris. Je collabore en tant que bénévole dans plusieurs organisations et notamment à Parité, qui est une association qui travaille sur la question de l'accompagnement et de l'orientation des personnes transmigrantes à Paris. Et puis avec Au-delà du genre, où je suis aussi membre fondateur de l'organisation. Et nous accompagnons les jeunes trans, binaires, non-binaires, dans leur parcours de transition et également on accompagne leur famille. Merci. Mélodie, à toi la parole. Ok, merci beaucoup. Déjà, c'est un honneur pour moi d'être parmi vous ce soir autour de cette table ronde. Je suis Mélodie, je suis femme trans, j'ai 30 ans. Je suis la fondatrice et la présidente de l'organisation Synergie Trans Bénin, qui est une organisation qui est basée à Cotonou, précisément au Bénin, en Afrique de l'Ouest. Et nous travaillons pour l'épanouissement et le bien-être des populations trans au Bénin. Voilà. Merci, merci à vous trois. Évidemment, aujourd'hui, nous nous sommes réunis pour discuter ensemble, pour partager aussi vos propres expériences autour de la question de nos existences en tant que personnes transgenres et non-binaires, mais aussi pour présenter les leviers que vous avez réussi à mettre en application, à développer. Et moi, j'aimerais bien qu'on
puisse initier cet échange et que chacun parmi vous puisse nous raconter quelles sont ces stratégies que vous avez réussi à développer. Comment vous pensez aussi qu'on puisse renforcer aussi la mutualisation et la création d'un outil de plaidoyer collectif dans la francophonie. Donc, voilà. Est-ce que, par exemple, Mélodie, tu peux nous expliquer quelle est la situation dans votre pays, dans votre ville, et comment aujourd'hui vous faites face aussi à ces enjeux de résistance et d'existence? Et en général, qu'est-ce que tu en penses que serait l'outil majeur pour pouvoir nous permettre de nous émanciper collectivement? Ok, d'accord. Déjà, merci beaucoup, Giovanna. Au Bénin, la situation des personnes transgenres, longtemps, a été une question où beaucoup de personnes n'en parlaient pas. Parce que c'est une communauté qui n'a vraiment pas eu le temps de s'exprimer. Mais avec le temps, on s'est rendu compte que les populations trans, le nombre de personnes trans augmentait chaque jour. Alors, il a fallu mettre en place une organisation d'où Synergie Trans Bénin. Une organisation pour accompagner ces personnes. Longtemps, on pensait qu'au Bénin, les personnes trans, la communauté LGBT du Bénin vivait sans risque. C'est vrai qu'au Bénin, du côté de la législation, il n'y a aucune loi qui stigmatise les personnes LGBT, notamment les personnes trans. Mais on s'est rendu compte qu'il y a des violences, il y a des stigmatisations, des rejets et beaucoup de violences envers cette communauté. Au Bénin, les communautés trans subissent beaucoup de violences physiques, des violences morales et des violences verbales. Actuellement, il y a 3 semaines, on a vécu des personnes trans qui ont été frappées, lynchées, et elles ont été publiées sur les réseaux sociaux à cause de leur identité de genre, de leur orientation sexuelle. Ce qui a fait le tour des réseaux sociaux, c'est passé un peu partout. Je ne sais pas si vous avez vu les images. Et ça a prouvé encore une fois qu'au Bénin, les personnes trans ne sont pas en paix. Et également aussi, les personnes trans aussi ont eu beaucoup de difficultés, c'est-à-dire que moi-même qui suis en train de vous parler, il y a eu mes photos qui ont été publiées sur la toile. Et on essayait de faire la différence entre ce que j'étais et ce que je suis devenue. Donc, les personnes trans au Bénin vivent de réelles difficultés et c'est pas facile. Alors, ce que moi je proposerais, c'est que nous faisions quand même plus de plaidoyer à l'encontre, à l'endroit plutôt, des personnes qui sont dans les pays du Nord ou des organisations de défense des droits humains pour qu'ils puissent nous accompagner quand même à pouvoir régler ce problème. Heureusement, au Bénin, nous avons fait assez de plaidoyer avec les hommes de médias, avec les forces de l'ordre et avec les divers hommes de justice. C'est vrai que nous n'avons pas toujours gain de cause, mais nous continuons toujours à faire des plaidoyers. Donc, je pense quand même qu'il faudrait renforcer le plaidoyer au niveau national, plus qu'au niveau international, pour permettre à plusieurs personnes de pouvoir accompagner. Les organisations trans aujourd'hui sont des organisations vraiment qui sont laissées pour compte. Longtemps, c'est la thématique des hommes gays qui a toujours été prise en compte. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, la thématique trans est une thématique très, très sensible et il faudrait réellement que les divers partenaires et toutes les organisations à l'international et ceux qui sont là pour les supporter soient disponibles pour réellement accompagner ces organisations. Donc, en gros, voilà un peu la situation au Bénin. Je parlais tantôt de la discrimination, la stigmatisation qui continue toujours. Et je pense qu'il faudrait renforcer le plaidoyer. Il faudrait renforcer le plaidoyer au niveau national et au niveau international. Le renforcement des capacités également avec les membres des organisations, parce que les personnes trans aujourd'hui manquent de renforcement des capacités. Il faudrait renforcer les capacités des personnes, des leaders trans, afin de pouvoir faire face à toutes ces violences et stigmatisations dont nous subissons en Afrique, notamment au Bénin.
Voilà. Merci, merci. C'est vrai que tout ce que tu viens de dire est extrêmement fondamental pour pouvoir vraiment y penser, imaginer et appliquer une émancipation et un plaidoyer capable de donner vraiment la possibilité de créer évidemment un impact le plus puissant possible et agir au niveau des institutions. Blake, toi, tu peux nous faire un peu un topo sur comment est-ce que vous gérez et quelle est la situation dans votre pays? Par rapport aux personnes trans, en fait, je voudrais parler et se concentrer sur la situation réelle des personnes trans par rapport à la question de la santé. Parce que c'est une question fondamentale pour moi. Je tiens tout d'abord à vous rappeler que les personnes trans en Tunisie n'ont toujours pas accès au droit à la santé. Pour commencer, la communauté trans en Tunisie n'a pas le moindre accès à un traitement psychologique approprié, surtout ceux qui ne vivent pas dans la capitale, mais dans les autres régions de la Tunisie. Comme chacun le sait, une personne trans a besoin d'un rapport d'un psychiatre pour confirmer qu'elle a le trouble d'identité de genre, pour qu'elle puisse commencer la transition et avancer dans le processus de transition. Donc la santé mentale c'est comme un point de départ, un point de base, car il ne s'agit pas seulement de la santé mentale pour moi, pour les personnes trans. Il s'agit voire d'une crise existentielle pour nous. Et malheureusement, on n'a pas accès à ça en Tunisie à cause de manque des thérapeutes LGBT+ friendly et le manque d'informations. C'est pourquoi de nombreuses personnes qui s'identifient comme transgenres n'ont aucune idée sur la transition, sur les étapes à suivre ou même sur qui peut les prendre en charge. Il y a aussi un autre point qui est extrêmement important, c'est l'accès au traitement hormonal. Je connais plein de cas des personnes trans en Tunisie qui se trouvent à prendre des hormones sans aucune prescription, sans aucune surveillance, c'est-à-dire de façon irrégulière, avec des mauvaises doses et avec les mauvaises fréquences, qui met littéralement leur vie en danger. Car on sait tous que la consommation inconditionnée et non surveillée des hormones provoque des maladies hépatiques, des maladies cardiaques, des tumeurs et tout. Ce qui est pour moi la conséquence de manque de médecins qui peuvent prendre en charge une personne trans. Parce que tout le processus de transition est interdit en Tunisie par la loi 226 de journal de procédure pénale. Un autre point à mentionner, ce sont les chirurgies de transition ou encore dites les chirurgies de correction, c'est-à-dire la mastectomie et la phalloplastie pour les trans hommes et la construction mammaire et la vaginoplastie pour les trans femmes. Ce sont interdits en Tunisie. C'est pourquoi les personnes trans ici se trouvent illégalement à subir des chirurgies en noir, mettant leur vie en danger dans des cliniques privées non sécurisées, sans aucun papier, sans aucune assurance de vie, parfois même dans des maisons, dans des autres endroits non sécurisés, payant des sommes d'argent imaginaires pour une chirurgie qui ne réussira probablement pas. Et si c'est le cas, les complications après seront vraiment graves. Pour finir, la communauté trans en Tunisie en vit en danger. Les conditions sont vraiment au-deçà des normes. Et pour cela, pour moi, on doit faire le plaidoyer, on doit travailler pas comme des organisations séparées, mais comme une communauté.
en tant que communauté, on doit travailler ensemble au niveau national et au niveau international pour qu'on puisse améliorer un peu la situation en fait de la communauté trans. Merci Blake pour ce retour. Et évidemment, les enjeux sur la santé ce sont des enjeux qu'on doit considérer comme étant prioritaires, puisque Oui. En étant en bonne santé, la communauté évidemment se portera mieux. Et puis, faire évoluer aussi le système de santé pour qu'une prise en charge de la santé globale, au-delà de la question de l'hormonothérapie, devient quand même aussi un enjeu majeur, puisqu'il est important aussi de faire que les protocoles qui existent dans des pays comme la France, où tout est basé sur l'hormonothérapie ou les chirurgies liées à la transition, qui sont importantes, mais aussi invisibilise aussi dans le système de santé le reste de la prise en charge de la santé globale des personnes trans. Ce qui signifie qu'on milite et on fait un plaidoyer autour de protocoles liés à la transition, mais à côté de ça, je pense qu'il faudra faire attention à revendiquer un système de santé où la prise en charge globale de la santé des personnes trans soit en priorité avec des protocoles de qualité nécessaires. Clémence, à toi la parole pour que tu nous expliques aussi, après ta propre expérience, tu nous as fait un retour qui était assez, détaillé sur plusieurs enjeux. Donc, à toi la parole. Merci Giovanna. Donc oui, nous, au-delà du genre, on travaille en étroite collaboration avec beaucoup d'organisations trans. Pour nous, c'est essentiel, c'est travail transversal. On est complémentaires, je le dis souvent, on l'explique souvent parce que sur les questions d'enjeux de santé, sur les questions des droits et fondamentaux pour les personnes trans, on n'est jamais assez de personnes pour militer. Donc notre travail, c'est base aussi sur la création d'un réseau communautaire, de l'entraide, de l'autosupport également. Nous faisons également du travail des réseaux institutionnels. Donc, nous faisons du plaidoyer politique. Dans ces plaidoyers politiques, on essaye d'inscrire dans l'agenda politique les questions trans et de santé comme un enjeu majeur des santé publique, puisque c'est le cas, en fait, c'est une question de santé publique et de bien-être des personnes. Donc, pour donner un exemple, on s'est mobilisé pour la dépathologisation de la question trans. Alors, il semblerait qu'on ait un problème technique. Tout est figé. Voilà. Sur la question de notre travail, notre organisation travaille aussi très liée avec Parité, parce que nous travaillons sur les questions de l'accompagnement et l'orientation des enfants trans, des mineurs trans, et pour nous, c'est important qu'il y ait un travail intragénérationnel et une étroite collaboration avec des associations trans, des personnes adultes, non pas simplement parce que les enjeux peuvent être différents, mais parce qu'il y a aussi une question de transmission des savoirs et d'histoire en fait. Souvent, la question de l'histoire du mouvement trans, l'histoire de la lutte pour les droits des personnes trans, elle est invisibilisée. Et on doit transmettre cette histoire, faire connaître aux nouvelles générations que ces droits, en fait, ont avancé en France et un peu partout dans le monde grâce à des personnes trans qui n'avaient aucun droit et qui ont fait du travail sexuel, par exemple, et sortir cette question du travail sexuel aussi comme une source d'inspiration et changer les mentalités. Donc là, c'est le travail intergénérationnel qu'on fait. On fait également donc
avec la transmission des mémoires, on fait aussi la transmission du militantisme, parce que c'est aussi important de donner les clés de compréhension aux nouvelles générations pour leur expliquer où est-ce qu'on est parti, où est-ce qu'on est arrivé et quels sont les enjeux pour le futur. Donc là, et puis on forme également, parce qu'on ne peut pas seulement se placer dans une situation de réclamer des droits, il faut également sensibiliser les pouvoirs publics, il faut sensibiliser les institutions. Nous faisons des interventions avec la police, au sein de la police, on les sensibilise sur les questions trans, on sensibilise également dans les établissements scolaires pour justement éviter que cette serpent qui se mord la queue continue à se mordre la queue. C'est-à-dire que dans les parcours qu'on a connus en tant que personnes transmigrantes, on avait cette histoire qui est très commune à beaucoup de personnes, c'est celle de l'exclusion en fait. On fait son coming out jeune, on est discriminé, il y a la transphobie qui se met dans un ruage qui va nous écraser en fait, et donc du coup on quitte le système scolaire sans diplôme, on se retrouve plus tard à la rue, sans diplôme également, sans formation et avec des portes fermées pour accéder au monde du travail. Donc on fait de la formation pour éviter ça. On utilise également des outils importants qui c'est l'avancée des droits, puisqu'en France, on a eu des avancées des droits, et notamment le fait que la transphobie est dans le code pénal et on l'utilise également comme une arme d'empowerment. Donc, merci. J'ai un tout petit peu un souci de son, mais c'est réglé. Vous m'entendez? Merci beaucoup. Oui, donc on a quand même une évidence factuelle ici, qu'en quoi il y a une disparité évidente sur le plan législatif, sur le plan des mentalités, sur le plan aussi des inégalités sociales, puisque la France, on va dire que dans une position on peut penser privilégiée, néanmoins, il reste quand même beaucoup de choses qui en France sont très complexes, notamment pour les personnes trans sans papier, pour les personnes trans travailleuses de sexe, pour la question de l'accompagnement des personnes déjà âgées, les personnes adultes, donc les personnes trans qui ont des problèmes de handicap en général. Donc, c'est clair que globalement, ce que j'entends, c'est une nécessité absolue de mutualiser notre voix, nos savoirs, nos propres expériences, nos propres ressources. Mais est-ce que la proposition que vous faites, c'est quoi en fait? C'est de créer une nouvelle stratégie collective par l'associatif, ou est-ce que c'est une stratégie de renforcement purement des capacités par la rencontre? Est-ce que c'est un outil, une identité interassociative qui existe déjà? Il y a Transgender Europe, il y a Gate, il y a des grosses structures qui aujourd'hui sont censées de faire ce travail. Mais comment collaborez-vous avec ces grosses structures? Et est-ce que vous pensez que c'est nécessaire de créer une nouvelle identité collective trans à niveau international, ou est-ce que vous pensez que c'est plus un renforcement des compétences, des capacités? Blake, tu penses quoi? Bon, personnellement, je pense que c'est important de travailler sur deux axes. Sur l'axe de renforcement des capacités, je vais parler spécifiquement de la Tunisie. Pour moi, c'est nécessaire de renforcer les capacités des personnes en charge, disons, comme les médecins et tout. Et pour moi, c'est important aussi d'intervenir au niveau de gouvernement.
pour moi, on doit commencer par changer la loi et après par le renforcement des capacités des personnes qui sont en charge des personnes trans. Et après, en troisième lieu, on peut améliorer le travail communautaire, le travail en tant que communauté, ensemble avec des organisations, les organisations nationales et au niveau international. Mélodie, tu es d'accord? Tu as une proposition différente? Oui, je suis totalement d'accord et j'aimerais pourquoi pas à compléter avec le réseautage. Le réseautage aujourd'hui, c'est très important parce que le réseautage va nous permettre quand même d'apprendre des autres pays, c'est-à-dire chaque pays avec ses réalités. Je pense que le réseautage va permettre que nous puissions connaître les réalités que nous avons dans chaque pays et ensemble, nous allons renforcer nos capacités pour pouvoir faire face à toutes ces violences et discriminations dont nous subissons. Donc, je pense également aussi au renforcement des capacités, comme l'a dit Blake tout à l'heure, le renforcement des capacités, mais aussi il faudrait renforcer les capacités des leaders, c'est-à-dire des leaders qui sont en charge des organisations. Il faudrait renforcer ces leaders pour que le travail à leur niveau se fasse un peu plus aisément et que ces personnes puissent quand même facilement toucher ces alliés que nous recherchons, qui sont les médias, les forces de l'ordre, le Parlement, le gouvernement et toutes ces personnes qui peuvent quand même influencer nos choix et nos libertés dans nos diverses organisations et dans la manière dont nous nous affirmons. Également, j'aimerais parler aussi que nous puissions organiser des rencontres internationales parce que si nous organisons des rencontres internationales, nous arrivons quand même à tisser des liens avec des personnes à l'international et nous essayons d'apprendre aussi de ces personnes et ensemble, je pense que c'est plus facile de pouvoir créer des plans ou mettre en place des stratégies pour pouvoir accompagner les organisations et pouvoir aussi lutter contre toute cette stigmatisation et cette violence dont nous subissons. Donc le réseautage, le renforcement des capacités et les rencontres internationales pour les carnets d'adresse et pour faciliter encore les divers moyens pour pouvoir lutter contre la discrimination. Clémence, Alors moi, je pense qu'au niveau de la militance, toute forme de militance, elle est bon à prendre. Il n'y a pas il doit pas y avoir des concurrences en fait, parce que toutes les formes de militance sont complémentaires et elles contribuent à lutter contre la transphobie. Et donc, je pense il faut un encouragement entre pairs, en fait. Souvent, il y a une fatigue également de la part des militants, militantes, parce que ce sont des sujets assez lourds à porter. Et donc, le fait d'avoir un réseau communautaire qui soutienne, qui encourage les personnes qui travaillent, c'est aussi important. Ça fait partie aussi d'une santé mentale pour les militants, militantes. Et puis, sur la question est-ce qu'il y a besoin de créer de nouvelles organisations, je pense qu'il y a des mouvements qui se créent. Et on l'a vu avec Internet, en fait. Il y a des nouvelles militances qui sont créées avec avec l'apparition de Facebook. Il y a eu aussi des nouvelles façons de militer, de s'approprier les sujets et de combattre la transphobie. Donc, tout ça, en fait, ça alimente notre lutte pour les droits des personnes trans. Et au niveau est-ce qu'il faut participer dans d'autres associations? Oui, il faut toujours participer, en fait, il faut toujours contribuer, il faut donner aussi de la réflexion, il faut aussi donner de soi, en fait, pour qu'on continue à avancer sur les questions des luttes contre les discriminations, lutte contre la transphobie. Et
Et ça nous permet aussi de nous alimenter nous-mêmes. Hein. Et je donne l'exemple de l'Europe, en fait, qui s'est toujours posée comme dans nos élections sur des questions LGBT et aussi trans. Et je me rappelle que lorsqu'on a parlé sur la question du changement d'état civil pour les personnes trans, on disait toujours que c'était impossible de parler d'autodétermination. Et jusqu'à 2012, on nous a opposé cet argument qui était faux, en fait, mais qui était vraiment ancré dans les mentalités, dans la cisnormativité. Et puis, on a donné l'exemple de l'Argentine, en fait. En 2012, le fait que l'Argentine ouvre une loi, qui fasse une loi basée sur l'autodétermination, ça nous a permis au niveau mondial de commencer à voir que c'est une réalité. En fait, notre idéal qui était d'aller discuter sur la question de l'autodétermination est devenu une réalité puisqu'il y avait l'Argentine qui l'avait mis en place. Donc voilà, s'inspirer des nouvelles mesures au niveau mondial, c'est important. Je donne un autre exemple sur la question de l'Argentine. Par exemple, actuellement, on discute sur la loi de ce qu'on appelle cupo laboral trans. Donc, ça veut dire installer des quotas pour le travail des personnes trans. Et donc, tous ces bonnes pratiques, tous ces nouveaux dispositifs législatifs, ça nous permet aussi de nous approprier, de réinventer dans nos lieux où on vit, dans nos pays où on habite, et pour continuer à militer et réclamer. Parce que ça nous donne également des arguments. Et puis, au niveau aussi de la question des soutiens entre le nord et le sud, il faut également parler de la question financière. Il y a beaucoup d'associations trans qui fonctionnent uniquement par les bénévolats. Il faut que ceux qui détiennent des richesses, en fait, donnent également à ceux qui en ont moins pour qu'on puisse continuer à avancer ensemble. Oui, et je trouve que en vous écoutant, on a l'impression qu'effectivement, aujourd'hui, on a une fenêtre de visibilité. Il y a eu des avancées un peu partout. Il reste beaucoup de choses à faire dans certains pays, évidemment, où la question trans reste totalement difficile, voire les personnes trans sont en danger de vie. Mais quels sont évidemment les moyens aujourd'hui, au-delà de le renforcement des capacités, quels sont les moyens, par ailleurs, financiers que vous avez pour pouvoir agir en fait, et notamment au-delà de la France, parce que je répète, en France, à la limite, nous sommes dans une position entre guillemets privilégiée, mais par exemple, Mélodie, vous travaillez avec quoi, comment, et quelle est la possibilité aussi de travailler avec les politiques municipales de la ville, et est-ce que vous êtes soutenu, est-ce que vous êtes reconnu aussi dans ces genres de collaboration, et est-ce que vous participez quand même à faire en sorte que cette personne soit considérée, respectée, et en même temps peut-être les accompagner vers un système de santé adapté qui est inexistant a priori, mais à construire peut-être. Ok, merci beaucoup, Giovanna. Déjà, pour le cas du Bénin, c'est vrai que nous sommes un petit pays en Afrique de l'Ouest et c'est compliqué avec les questions des personnes trans, mais nous évoluons avec nos propres fonds. Quand je parle de nos propres fonds, c'est-à-dire c'est les fonds des personnes leaders des associations. Nous n'avons pas encore assez de moyens pour pouvoir tout faire. Donc, nous évoluons avec nos propres fonds. Nous avons parfois la possibilité d'écrire des projets et il y a des projets que nous postulons, nous essayons d'avoir des financements de certains bailleurs qui nous permettent de mettre en œuvre toutes les activités que nous établissons pour cette communauté. C'est vrai que comment faisons-nous pour travailler avec les politiques, les médias? Aujourd'hui, au Bénin, nous avons évolué beaucoup avec les médias et tout ce qui va avec les alliés qui peuvent nous accompagner.
Nous avons obtenu des financements l'année dernière qui nous a quand même permis de former les médias, les journalistes, les hommes de la police et aussi certaines personnes de la religion pour les permettre de connaître ce que c'est que la thématique trans. Parce que beaucoup ne sont pas informés de la thématique trans et le manque d'information crée cette stigmatisation de ce rejet. Aujourd'hui, nous avons quand même réussi avec Synergie Trans Bénin à former plusieurs personnes. On a formé des médecins, on a formé des hommes de police, on a formé des journalistes pour que les informations soient bien véhiculées. Nous avons formé aussi la police nationale du Bénin. Donc, nous avons quand même essayé de nous faire connaître. C'est vrai que nous avons des difficultés toujours avec les hommes religieux, parce que la religion aujourd'hui, ça compte beaucoup en Afrique, notamment au Bénin. C'est pas facile. La religion est très portée sur cette stigmatisation. Nous n'arrivons toujours pas, mais nous essayons. Et aussi, avec notre gouvernement, nous n'avons pas encore pu toucher directement le Parlement, parce que nous pensons que si nous arrivons quand même à toucher le Parlement, on pourra peut-être voter des lois quand même pour aider, accompagner ces personnes. Donc, avec le Parlement et avec les religions, c'est toujours compliqué. Mais quand même, avec les autres alliés, nous avons quand même fait un travail et nous sommes quand même connus. Nous obtenons des financements des partenaires, le travail que nous faisons, et ça nous permet de réaliser des activités pour cette communauté, ce qui nous a permis d'ailleurs de faire tous ces renforcements de capacités. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la situation des personnes transgenres au Bénin est très compliquée. Actuellement, à l'heure à laquelle je vous parle, c'est très difficile. Mais nous n'abandonnons pas, nous continuons toujours à faire ces formations-là et nous essayons quand même de faire entendre nos voix. Tout récemment, nous avons eu une nouvelle qui nous a beaucoup fait plaisir. C'était les personnes transgenres qui ont été arrêtées, frappées le 1er mai dernier. Nous sommes partis aux juridictions et le tribunal a tranché l'affaire et ces agresseurs ont été condamnés à 1 an de prison et 6 mois de prison ferme et 6 mois c'est-à-dire vont payer une amende. Une amende a été fichée. Donc nous nous sommes rendus compte quand même que les institutions que nous formons sont quand même là pour nous accompagner. C'était une victoire pour le pays, une victoire pour la communauté trans au Bénin, et savoir que ces personnes qui ont agressé ces personnes trans ont été arrêtées, ça nous prouve que quelque chose est en train d'être fait et nous continuons dans cette lancée. C'est vrai que c'est pas encore totalement ça, mais bon, nous essayons quand même de se battre malgré tout ce qui se passe et nous évoluons avec nos propres fonds et nous essayons de faire ce que nous pouvons avec le peu de moyens. Voilà. Mais ok, c'est incroyable parce que effectivement, tu as abordé plusieurs sujets qui sont fondamentaux, la pédagogie, la formation, la sensibilisation, l'accompagnement des victimes, la présence auprès des services de l'ordre. Mais quand je pense à tout ça, je pense à quels sont les moyens financiers, comment vous êtes aussi, est-ce que vous êtes rémunéré, est-ce que ce sont des projets qui sont soutenus par les municipalités ou est-ce qu'il y a vraiment une source financière qui vous permet évidemment par ailleurs de pérenniser peut-être dans le temps, parce que la question c'est ce que vous faites aujourd'hui prend beaucoup de temps, de l'énergie, c'est très important, mais nous sommes conscients que le bénévolat est très vite quelque chose qui peut devenir éphémère. Et le risque que toute cette compétence, que tous ces aboutissements puissent disparaître est potentiel aussi. Donc, comment vous faites en fait, Mélodie? Je disais tantôt que c'est grâce à des projets que nous écrivons des projets. Et via ces projets, nous recevons des financements. Et c'est via ces financements que nous essayons de mettre en œuvre ces activités durant une période. Ça peut être 1 an, 2 ans. Nous essayons de le faire. Mais quand il n'y a pas de projet, nous sommes obligés de le faire parce que c'est du bénévolat et nous aimons notre communauté.
Donc, on est obligé d'enlever de l'argent de notre propre poche et c'est-à-dire nous mettons la main à notre propre poche et nous essayons de faire ce qu'il faut faire dans l'urgence. Ce n'est pas facile, mais nous essayons de le faire ici parce que parfois on écrit des projets et ça n'aboutit pas, mais il y a des situations qui sont là. Alors là, nous sommes obligés de nous souder en tant qu'organisation et nous essayons de travailler dans la mer avec le peu de moyens. Parce que comme vous l'avez dit tantôt, si nous n'arrivons pas à pérenniser, ça risque de se terminer. Donc du coup, on continue à se battre avec l'argent que nous n'avons pas. Mais c'est vrai que parfois il y a des projets qui viennent, mais il n'y a pas des projets, il faut se battre avec ses propres moyens. Donc nous sommes unis, nous travaillons avec nos propres fonds et nous essayons de mettre en œuvre ces activités. Donc c'est un peu ça. Merci Mélodie. Blake, et donc vous, en Tunisie, vous travaillez notamment sur les parcours de santé des personnes trans. Qui dit parcours de santé, ça veut dire transmission d'informations aux personnes concernées, accompagnement vers le système de santé, là où le système de santé est quand même assez hermétique, difficile et avec des entraves par rapport à la psychiatrie et autres. Et comment vous faites aussi et avec quels moyens financiers pour pouvoir vraiment y penser aussi la continuité, voire la pérennité de ces projets en Tunisie? En fait, c'est comme a dit Mélodie, c'est à travers des projets, à travers la création des projets qu'on demande des fondements pour qu'on puisse travailler. Sinon, c'est de l'autofinancement, en fait, parce que surtout en cette période, on n'a pas presque pas de fondement. C'est de l'autofinancement, surtout l'accompagnement des personnes concernées à l'aide médicale. C'est tout auto-payé par les associations. Voilà. Et donc, Clémence, de votre côté, comment vous faites aussi en termes de moyens humains et moyens donc, il y a un mot qui est utilisé souvent, c'est la question des privilégiés en France. Et c'est vrai que sur les questions d'avancée des droits, on a un privilège. Cependant, ces privilèges, ils ne se reflètent pas sur le soutien actif financièrement des pouvoirs publics. Parce qu'au niveau de la question financière, il faut rappeler en fait que les associations vivent grâce à des appels à projets. Donc, ces appels à projets, c'est important de les faire parce que ça permet d'améliorer les conditions de vie des personnes trans, mais ça ne permet pas de se projeter à long terme, en fait, dans un futur lointain, sur les questions de la pérennisation du travail des associations. Donc, il y a très peu d'associations, en fait, trans en France, comme la nôtre, qui n'ont pas des moyens énormes. Les moyens sont les adhésions des personnes qui sont dans l'association. Souvent, c'est aussi l'argent des personnes qui ont fondé l'organisation. Et en fait, il y a des manquements, en fait, au soutien au niveau des pouvoirs publics. On travaille avec des bouts de chandelle sur des sujets qui sont importants au niveau général, puisque c'est la question de santé, et même si c'est la question de santé des personnes trans, ça contribue au bien-être social général. Donc voilà, on n'a pas des plans en fait d'action avec des conventions pluriannuelles qui permettent aux associations de simplement avoir des activités qui soient pérennisées dans le temps et notamment dans l'orientation et l'accueil et l'accompagnement des personnes trans. Toujours les sujets qu'on doit faire quand on fait des appels à projets, c'est toujours sur des questions très pratiques en fait. On va toucher sur les questions de santé, sur des points très précis, c'est jamais vraiment sur quelque chose de super général. Et souvent, ce qui est le plus étonnant de tout ça, c'est que souvent on est en train de se substituer
du travail que l'État doit faire en fait. Les associations trans souvent font le travail que l'État ne fait pas. Et donc, dans ce travail, dans cet investissement que les bénévoles des associations font, il devrait avoir la question justement d'une convention pluriannuelle afin qu'on puisse pérenniser tout le travail que les associations trans font, ce qui n'est pas le cas. Et je suppose que dans les autres pays francophones, ça doit fonctionner presque de la même façon, puisque j'ai entendu au niveau international des associations qui se plaignent souvent sur la question des moyens financiers. Donc, il faut vraiment se rappeler qu'il y a très peu d'associations qui ont des salariés et qui sont installés dans le paysage communautaire parce qu'elles ont des moyens. Les autres n'en ont pas. Et ça, il faut vraiment continuer à faire du plaidoyer afin que ça rentre bien dans les schémas de pensée, que le travail des associations, bien que bénévole, ça a un impact positif sur l'ensemble de la société. Et dans ce sens-là, en fait, il doit y avoir des financements publics et non pas seulement conditionnés sur des appels à projets, mais sur des conventions pluriannuelles pour que les associations puissent payer les loyers, l'électricité et l'eau, et puis aussi pérenniser tout le travail qu'elles font. Merci Clémence, merci. Donc, globalement, évidemment, on voit qu'il y a aussi une disparité face à l'accès aux moyens financiers pour les associations trans. Moi, je me rappelle très bien, en 2014, j'ai participé à la création du Fonds international trans et on avait fait une enquête à ce moment-là auprès de beaucoup d'associations trans à niveau international. Et ce qu'on a compris comme résultat, c'est qu'effectivement, les associations trans n'ont pas de financement et que le peu d'associations qui arrivent à obtenir des financements sont toujours aussi dans la difficulté, puisque obtenir des financements, ça veut dire aussi essayer de les maintenir dans des systèmes comme la France qui sont très lourds, où il faut renouveler en permanence et donc les projets ils restent toujours conditionnés au renouvellement, voire en danger de disparition, parce que s'il y a des changements politiques, ça peut aussi influencer la perte de subventions pour les associations en général, mais aussi pour les associations trans. Ce que nous avons compris aussi avec cette enquête en 2014 avec le Fonds international trans, c'est qu'effectivement, beaucoup des subventions, des financements qui étaient destinés à lutter pour les droits des personnes trans étaient attribués à des associations LGBT ou à des associations de lutte contre le sida ou des grosses structures de lutte pour les droits fondamentaux. Et c'est vrai qu'en réalité, il y avait des intermédiaires qui, évidemment, ont récupéré l'argent et enfin, les projets pour les questions trans, des fois, soit ne se faisaient pas, soit se faisaient à moitié, soit c'était vraiment quelque chose où les personnes trans n'étaient pas impliquées dans la mise en place de ces propres projets. Donc, le Fonds d'action sociale existe, mais est-ce que vous êtes en relation aussi avec le Fonds international trans pour penser aussi à la possibilité de mener votre projet? Est-ce que quelqu'un parmi vous a déposé des dossiers au Fonds international trans? Non. Mélodie, vous, non, jamais? Chez moi, non, jamais. J'ai jamais... Blake non plus? Non, non. Et Clémence? Non plus, en fait. Il y a aussi une question pour l'accès, en fait, à des subventions, il y a aussi une question des savoirs, en fait. Et souvent, l'argent reste dans les milieux fermés. Les subventions restent dans des milieux fermés. Et donc, du coup, parfois, on se sent un peu intimidé, en fait, d'aller réclamer de l'argent dans des organisations où on sait qu'on aura peut-être peu de chances d'obtenir des subventions, que ce soit les fonds internationaux trans ou d'autres fonds. Et il y a cette question, comme tu l'as dit,
de l'argent qui n'est pas distribué aux acteurs qui sont sur le terrain, de l'argent qui sont destinés à des projets plus globaux sur les questions des droits des personnes LGBT, qui incluent les personnes trans, mais qui ne sont pas vraiment spécifiques pour les personnes trans et qui sont noyées dans cette masse LGBT, qui sont importants aussi. Il faut rappeler que c'est important de travailler de façon globale sur les projets LGBT, mais il y a des spécificités sur lesquelles il faut que les associations trans continuent à avoir le lead parce que ce sont les personnes concernées, parce qu'elles savent très bien ce qui est le mieux pour les personnes concernées et pour les adhérents, pour les personnes qui l'accompagnent, pour les personnes qui l'orientent, pour les personnes qu'elles suivent pendant tout un parcours de transition et un parcours de vie. Et donc, du coup, parfois, on ne se sent pas dans la légitimité, en fait, d'aller demander de l'argent à ces organismes, peut-être à tort, mais c'est aussi peut-être des mentalités qu'il faut qu'on change de notre côté en tant qu'organisation trans. Mais ces changements, en fait, et je pense qu'il peut se faire de façon communautaire, justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est en s'encourageant les uns aux autres. Moi, quand j'ai des opportunités, et par exemple, de prendre la parole en public, quand j'ai des opportunités à ce qu'il y ait une visibilité trans dans les médias, en fait, je ne la prends pas pour moi, en fait. Je donne souvent des contacts des personnes concernées parce que c'est aussi important de montrer notre pluralité, en fait, en tant que communauté. Et donc, souvent, je passe des appels pour dire, voilà, il y en a une demande de témoignage, il y a une demande à prendre la parole sur un média, donc est-ce que tu veux le faire? Et sur les questions financières, il faudrait qu'on soit aussi capable de faire ce travail aussi, qu'on sorte un peu de notre égoïsme, en fait, et donner aussi les bons contacts aux autres pour qu'ils puissent bénéficier d'une manne financière qui est indispensable pour pérenniser les projets et les associations trans en général. Et ça me fait penser aussi à, est-ce que vous savez, comment dire, le temps et les connaissances nécessaires pour monter les projets, présenter ces projets, et puis pour répondre aussi en termes d'évaluation pour que après ces projets puissent continuer. Je ne sais pas si la question est claire, mais comment vraiment faites-vous en fait? Est-ce que vous arrivez vraiment à vous approprier aussi de cette partie qui est fondamentale, puisque pour être clair, les appels à projets sont accessibles à tout le monde parce que la plupart des institutions sont dans l'obligation, les fondations et les institutions publiques, elles sont dans l'obligation de les publier. Aujourd'hui, tout est accessible sur Internet, mais très souvent, par l'expérience personnelle, c'est que les méthodologies sont très lourdes, ils prennent beaucoup de temps et humainement, c'est très difficile pour des grosses structures, mais quand ces structures ont des salariés dédiés juste pour faire que les projets, pour monter les projets, pour récolter aussi les résultats de ces projets et puis justifier la poursuite des projets, c'est possible. Mais nous, en tant qu'associations qui sont petites, moyennes, certaines plus grandes, vous pensez que vous avez les compétences suffisantes ou vous pensez que vous manquez de moyens pour réussir à augmenter votre capacité financière et continuer votre projet? Par exemple, Blake. En fait, j'avais un problème de connexion. Si vous pouvez répondre à la question. Oui, donc pour te dire rapidement, la question c'est de savoir si vous avez les compétences et les connaissances suffisantes pour monter des projets qui sont des fois très lourds en termes de méthodologie, d'évaluation et des rapports qui sont nécessaires pour pouvoir penser au renouvellement et la pérennité des projets. Vous sentez en capacité aujourd'hui de monter ces projets? En tant que personne ou qu'organisation? Organisation. En tant qu'organisation, c'est
c'est en fait, on a toujours besoin de renforcement de capacité. Mais en tant qu'association, nous avons les capacités et les compétences à le faire, même si on manque de financement ou de... en fait, comme vous savez, le financement, c'est important même pour le renforcement des capacités. On a besoin d'inclure ça dans les prochains projets et tout. Et toi, Mélodie? Oui, merci Giovanna. Tout à l'heure, tu disais que les organisations, il y avait le fonds qui a été postulé lorsque vous étiez en train de vouloir lancer le fonds international pour les personnes trans. Il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes, les organisations LGB qui avaient bénéficié de ces fonds et les personnes trans n'étaient pas en mesure de pouvoir bénéficier de ces fonds. Alors là, à cette réponse, je vais dire que effectivement, comme vous le savez, c'est pas facile pour les organisations trans aujourd'hui d'avoir accès au financement. C'est très difficile parce que ces personnes sont marginalisées et longtemps ce sont les organisations ACSH, gays, qui ont ces financements. Alors quand nous obtenons ces financements, quand nous postulons, nous obtenons ces financements, ce n'est pas toujours facile pour nous de nous mettre à l'œuvre pour pouvoir réaliser. Mais nous essayons de le faire. Donc, nous avons les compétences qu'il faut pour quand même monter ces projets. Mais c'est vrai que, comme l'a dit Blake tout à l'heure, il faudrait quand même renforcer les capacités des personnes trans. Parce qu'aujourd'hui, les personnes trans manquent de renforcement de capacités. Longtemps, c'était les gays qui faisaient tout, c'était eux qui étaient à la charge de tout, avec les organisations de lutte contre le VIH et toutes ces organisations. Mais aujourd'hui, avec la thématique trans, c'est tout un autre système. Et qu'on voit que les personnes trans ne sont réellement pas en mesure de pouvoir rédiger des projets et pouvoir faire des rapports comme cela, c'est compliqué. C'est vrai, aujourd'hui, on se forme sur le tas, on fait des renforcements des capacités, mais il faudrait inclure encore le renforcement des capacités dans nos demandes. Précisément pour le cas du Bénin, je vais parler du Bénin et du Synergie Trans Bénin, nous arrivons quand même à mener des projets jusqu'à court, jusqu'à long terme, et nous essayons quand même de nous former parce que nous apprenons tous les jours à rédiger des projets, à faire des rapports et à suivre tout ce qui va avec. Mais j'avoue quand même que c'est pas facile parce qu'il faudrait se donner en plein temps pour pouvoir apprendre ça. Et avec les organisations gays, ils prennent le monopole sur tout. Ils ne nous facilitent pas la tâche pour pouvoir nous laisser c'est-à-dire prendre de l'espace et pouvoir travailler. Donc, du coup, c'est vrai, c'est une question très importante, mais nous continuons le renforcement des capacités et nous apprenons au jour le jour pour ne pas nous fondre dans la masse. Voilà. Clémence? Oui, sur la question de la capacité, je pense qu'on a un vivier important dans les personnes trans qui peuvent faire le travail. Et malheureusement, on rentre encore dans cette dynamique des appels à projets. Et là, le système d'appel à projets, en fait, c'est un mauvais système parce qu'il ne permet pas de pérenniser le système financier d'une association. Donc, qui dit faille ou manquement des soutiens financiers, dit impossibilité pour une personne d'embaucher une personne pour faire le travail qui est indispensable dans le suivi, dans l'opérationnel, dans l'accompagnement de la vie du projet, en fait. Et donc, du coup, on se retrouve toujours à travailler toujours sur le système du bénévolat. Et le problème du bénévolat, donc, c'est que ce n'est pas pérenne, en fait. Il se base sur la volonté, comme les noms l'indiquent, il se base sur la volonté de la personne. Et cette volonté, elle peut être énorme, mais souvent elle ne suffit pas parce que il faut travailler, il faut payer son loyer, il faut payer son électricité, il faut payer ses vêtements. Et donc, du coup, il y a les questions de survie, en fait, qui sont beaucoup plus importantes pour la personne que de continuer à faire du bénévolat. Donc, du coup, le système actuel des appels à projets, financement par appel à projet, n'est pas viable, en fait, pas seulement pour les questions trans, mais pour d'autres sujets. Donc, c'est pour ça que moi, je dis qu'il
Il faut justement aller plutôt dans des conventions pluriannuelles que les financeurs enlèvent cette partie je te donne l'argent si tu fais un projet, que tu le suis, que tu le finis, et ensuite on continuera à soutenir l'association si elle peut continuer à faire le travail. En fait, c'est encore un serpent qui se mord la queue, en fait. Et ce n'est pas tenable pour la pérennisation du travail des associations trans. Effectivement, la question des montages de dossiers et la lourdeur de ce qu'on connaît comme un appel à projet signifie emploi du temps. Ça signifie aussi une connaissance nécessaire parce que on sait très bien que tout ce qui relève vraiment appel à projet relève aussi des méthodologies qui sont très très lourdes. Des fois, quand il s'agit du système de santé, effectivement, on peut très vite passer à côté, même si nous, dans notre travail du terrain, nous répondons très bien aux besoins, que le travail est essentiel, efficace. Néanmoins, quand il s'agit de remplir un appel à projet hyper orienté, hyper structuré, avec des questions qui relèvent plutôt des questions de méthodologie liées à des protocoles de système de santé publique, avec des protocoles standardisés par des plans nationaux, avec des recommandations axées sur des directives nationales, etc. C'est clair que c'est là où il y a vraiment des enjeux majeurs pour les petits et les moyennes associations de défense des droits des personnes trans. Donc, si je comprends bien, il y a un travail du terrain qui est évident. Il y a des compétences qui existent dans chaque de ces structures, mais c'est les moyens humains qui aujourd'hui sont peu rémunérés dans ces structures et qui ne permettent pas d'y penser à une possibilité de stabilisation et de développement des propres projets. Et donc, il y a un enjeu majeur pour nous aujourd'hui. Quand on parle du plaidoyer, je pense que la notion des fonds, des accès aux fonds, est-ce que ce sont des fonds publics, est-ce que ce sont des fonds des fondations? Je pense qu'on ne peut pas penser à un plaidoyer aujourd'hui sans y penser évidemment à la partie financière. C'est ça que j'entends. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais le transfert des connaissances, la transmission aussi des expériences, puisque je pense qu'autre chose, c'est qu'il y a des associations qui ont réussi à développer certains projets. Je peux penser à Septesté qui aujourd'hui a réussi à monter des dossiers, qui a réussi à créer une méthodologie et qui a réussi à salarier des personnes trans. Donc, là, il y aurait un enjeu aussi de partage aussi de comment dire aux autres associations, voilà comment il faut faire. Est-ce que c'est là où est-ce qu'il y a l'enjeu pour vraiment réussir à avancer en termes de plaidoyer, parce qu'il y a plusieurs choses dans le plaidoyer. J'entends la partie d'accès au droit, à la niveau de justice, la partie de l'accès aux soins, la partie aussi des niveaux de vie, la partie sociale qui relève aujourd'hui aussi d'une importance majeure. Mais donc, est-ce que vous êtes d'accord que vous manquez des moyens financiers? C'est ça que j'entends. Mélodie, vous manquez vraiment des moyens financiers? Oui, nous manquons des moyens financiers aujourd'hui quand même, en termes de réalisation de projets ou tout ce qui va avec. Nous manquons assez de moyens financiers. Et comme l'a dit tout à l'heure Clémence, c'est vrai que les appels à projets aujourd'hui, c'est peut-être très fermé.
Et c'est toujours pas facile quand il faut se débrouiller par soi-même ou il faut trouver du financement. C'est pas facile. Nous manquons réellement de moyens financiers et ça agit parfois sur nos activités. Parce que s'il y avait suffisamment de moyens financiers, on pense qu'on pourrait réaliser beaucoup de choses et on pourrait être à un certain niveau. Et aussi, il faut dire que la législation dans nos pays africains ne favorise pas aussi forcément les choses. Donc, du coup, c'est compliqué. Donc, voilà. Donc, Blake, vous manquez des moyens financiers, évidemment. Bien sûr, oui. On manque vraiment de moyens financiers et ce qui nous empêche à avancer parce que comme vous savez tous, on peut pas, même si on a les moyens humains, même si on a les idées de projet, on a les objectifs et tous, sans moyens financiers, on peut pas vraiment avancer. Et les autofinancements, les dons, tout ça, ce n'est pas vraiment suffisant. Si c'est suffisant, c'est pour trouver des solutions temporaires, mais pas, c'est pas favorisant à intervenir à long terme. Très bien. Bien. Clémence, tu voulais rajouter un truc avant qu'on passe aux questions? Il y a plusieurs personnes qui ont fait des commentaires et qui vont vous poser ou qui vont nous poser des questions. Tu voulais rajouter rapidement un truc? Oui, je pense pas que le système de bénévolat limite à la création de plaidoyer. Cependant, ça ne suffit pas en fait. Et le travail que les bénévoles font, il est remarquable parce que justement, les avancées qu'on a obtenues jusqu'à là au niveau global sur les questions des droits pour les personnes trans, donc il était fait également via beaucoup de personnes bénévoles. Donc, le travail des bénévoles est extraordinaire, cependant, il n'est pas suffisant. Et la question de la professionnalisation se pose. Et cette professionnalisation, elle doit être accompagnée par des financements forts, en fait, et aussi des financements forts pour les structures qui fonctionnent avec des bénévoles. Parce que c'est important de pérenniser le travail communautaire et surtout pour avoir un impact social sur la vie des personnes que nous accompagnons, que nous orientons et que nous soutenons dans leur vie quotidienne. Ben merci pour tous ces expériences, ces réflexions. Stéphanie, je pense qu'on va vous laisser poser les questions et les commentaires qui ont été faits en ligne. C'est ça. Alors, merci beaucoup. Je vais d'abord vous partager qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui nous ont laissé des commentaires et qui vous remercient pour votre participation à cette table ronde parce que c'est un sujet important. Je vous lis exactement ce qui était écrit. En première question, on fait référence à une vague d'agressions qui a été perpétuée contre des personnes trans au Bénin et qui sont actuellement en relogement pour assurer leur sécurité. Et donc, la personne pose la question de savoir comment les organisations peuvent-elles accompagner les plaidoyers à l'endroit des trans dans les régions de l'Afrique de l'Ouest où les violences sont assez présentes. Peut-être je peux vous poser 2 questions et puis après je vous laisse répondre. Je vais avoir le mauvais rôle, c'est moi qui vais faire la maîtresse du temps. On est censé rendre l'antenne dans, allez, on va dire 10 minutes grand maximum parce qu'après on a la cérémonie de clôture aussi. Donc voilà, c'était juste pour vous donner un petit indicateur. Donc voilà, la question de comment les organisations peuvent-elles accompagner les plaidoyers à l'endroit des personnes trans dans les régions de l'Afrique de l'Ouest où les violences sont assez présentes. Alors, est-ce que... Vas-y, oui, Mélodie. D'accord. Merci beaucoup pour la question.
Effectivement, comme vous l'avez dit tantôt, en Afrique de l'Ouest, notamment au Bénin, il y a eu beaucoup d'agressions qui se sont perpétuées depuis le mois de mars et ça continue entre violence, entre divulgation des photos sur les réseaux sociaux, lynchage, rejet familial, ça n'en finit pas. On entend tous les jours. Alors, la meilleure manière pour que ces organisations puissent nous accompagner à travers nos plaidoyers serait déjà dans un premier temps de nous aider à obtenir des fonds, à pouvoir mettre en place des fonds pour pouvoir mettre en place toutes des formations, pour pouvoir aider ces personnes à avoir des appuis psychologiques, des appuis alimentaires et tout ce qui va avec. Aussi, c'est de permettre à ce que quand nous faisons nos plaidoyers, que ces organisations puissent également nous permettre d'avoir des personnes qui sont vraiment disponibles pour nous accompagner, des alliés de taille. On en a besoin. On a besoin des avocats, on a besoin des endocrinologues pour nous aider, on a besoin de psychologues, on a besoin de psychiatres, beaucoup de personnes pour nous accompagner. Donc, dans un gros temps serait que ces personnes nous accompagnent financièrement avec des appels à projets, ou qu'il y a aussi, s'il y a des appels à projets qui sont lancés, il faudrait que cela soit plus flexible pour permettre aux organisations de pouvoir quand même postuler et pouvoir obtenir gain de cause. Est-ce que quelqu'un voulait compléter ou je passe à une autre question? C'est OK? Alors, je vais encore poser une question à Mélodie. Il est demandé si l'accès à l'emploi et à l'éducation est-elle aisée au Bénin? OK. Non, malheureusement, non. C'est pas facile pour obtenir de l'emploi. C'est pas facile, mais c'est quand même, on arrive quand même à le faire, mais c'est vrai que c'est difficile. Du moment où tu es une personne trans au Bénin, tu n'as pas le droit au travail, tu n'es obligé que de te former par toi-même. C'est-à-dire, tu dois faire des formations professionnelles et tu fonces dans le tas. Moi, je prends mon cas par exemple, j'ai un master en traduction, interprétariat, mais je n'arrive pas à travailler dans les institutions de mon pays parce que je suis stigmatisée par rapport à mon orientation sexuelle et mon identité de genre. Donc, je me suis formée sur d'autres choses qui me plaisent et j'essaie quand même de travailler dans ce que j'aime. Ça peut être du commerce, ça peut être autre chose à travers ce que je fais comme formation. Donc, l'accès à l'emploi, quand même, c'est difficile pour les personnes trans et pour la communauté LGBT au Bénin. Merci beaucoup, Mélodie. Maintenant, j'ai une question qui s'adresse à tout le panel. Qu'est-ce que les panélistes pourraient nous dire sur la persécution aux leaders trans et sur les mécanismes de protection de la vie des activités, notamment dans le Sud global, en précisant que cela est un grand obstacle à la lutte pour le droit des personnes trans? Est-ce que la question peut être posée? OK. Donc, en fait, on nous pose la question sur le fait, alors le lien entre la persécution aux leaders trans et sur les mécanismes de protection de la vie des activistes, je présume, notamment dans le Sud global. Alors, donc, dans mon expérience personnelle, en fait, je suis née au Mexique, un pays qui est profondément transphobe, puisque c'est le deuxième pays qui est répertorié par l'ONG Transgender Europe comme le deuxième pays le plus dangereux pour les personnes trans. Et au niveau de la question de la persécution des personnes trans, des personnes activistes trans, en fait, on a une diaspora qui a dû partir du pays. Moi, j'en fais partie, et qui se sont retrouvés à l'étranger pour se retrouver en situation. Donc, ce sont des persécutions qui se font pas seulement sur la personne trans, mais également que les familles entières subissent en fait. Et pour préserver ma santé, ma vie, et aussi préserver la sécurité de ma famille, il a fallu que je parte. Et comme moi, il y en a des centaines de personnes trans mexicaines qui vivent à l'étranger, parce qu'en tant que personnes trans, on était la cible privilégiée des groupes politiques haineux
qui alimente aussi la haine envers les personnes trans. Et pour se trouver en sécurité, ben, il faut partir. Malheureusement, c'est une réalité pour beaucoup d'activistes trans au Mexique, surtout celles qui vivent dans des endroits loin de la capitale ou qui ne sont pas des capitales d'État. Merci Clémence. Est-ce que quelqu'un d'autre veut compléter cette question? Oui, très rapidement, je pense que c'est un vrai sujet puisqu'en réalité, être visible, devenir leader, déjà, c'est quelque chose qui peut être très vite difficile à vivre pour la personne concernée et en même temps sujet aussi par des ciblages, des pressions, des persécutions. Et je pense que nous, dans ces stratégies collectives, on sait très bien à quel point la remontée de l'extrême droite dans plusieurs pays est une réalité, notamment au Brésil. Nous savons aujourd'hui que plusieurs leaders trans sont persécutés par la religion, à travers la religion, à travers une politique d'extrême droite au Brésil. Je pense beaucoup à des gens, personnes trans qui sont très actives aujourd'hui et leaders à Bogota, dans des quartiers où il y a vraiment des situations de prostitution avec des situations sociales très extrêmes qui sont aujourd'hui devenues très visibles, des vrais leaders sociaux, mais où la persécution est une évidence. À Bogota, ces derniers temps, il y a eu l'assassinat au moins de 10 personnes trans parce qu'il y a tout un phénomène de société qui est frappé par la crise Covid, mais en plus, être visible et dénoncer les conséquences de cette crise devient aussi synonyme de persécution. Donc, je pense qu'en Afrique, on va retrouver le même phénomène, mais aussi en Europe, aussi, on peut être la cible de ces situations. En France même, on est aussi la cible. Par ailleurs, je pense que quand on analyse l'impact de ce qui signifie être leader et être persécuté, la persécution ne peut pas être aperçue et imaginée que par la persécution physique et morale. Elle est aussi faite par des fois des féministes qui aujourd'hui sont les TERF, le trans radical, un mouvement d'exclusion des personnes trans. Donc il y a vraiment des enjeux sur cette notion de ce féminisme qui est anti-trans et qui est très structuré, qui est très bien institutionnalisé et qui malheureusement peut créer vraiment des phénomènes de persécution des leaders trans, puisque quand les TERF agissent, ils s'agissent notamment en s'attaquant au leadership transgenre. Merci Clémence. Est-ce que Blake ou Mélodie, vous vouliez... Allez-y. Oui, je pense aussi que c'est pareil, hein, c'est pareil en Afrique, au Bénin, en Afrique de l'Ouest. C'est difficile déjà d'être une personne trans, déjà en Afrique de l'Ouest, où tout le monde a l'esprit fermé, je vais dire, surtout avec la religion, les familles et tout ça, c'est pas facile. Donc, en étant plus leader, c'est-à-dire qu'on se met à l'avant de tout, on se met devant tout et on accepte tout. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de stigmatisation, de rejets familiaux, et tout ce qui va avec. Continue d'aller à l'encontre de la vie des personnes trans, leaders des organisations. Donc, je pense que pour ça, il faudrait quand même que nous aussi, nous pensions à notre propre sécurité en tant que leaders. Nous essayons de pouvoir, je ne sais pas si c'est de prendre du recul parfois, sans abandonner ce que nous faisons, avoir de l'assistance de certaines organisations de défense de droits pour nous protéger en tant que leader, pour que nous puissions quand même aujourd'hui soit en sécurité. Parce que c'est pas facile, surtout avec les religions qui cessent de véhiculer des messages à l'encontre de ces personnes. Et aussi avec la famille, vous savez, en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, la famille, c'est quelque chose de... C'est un sujet très sensible. Et puis quand la famille est au courant de ton orientation ou que la famille te rejette, c'est très facile. Parce qu'il y a beaucoup de choses que la famille en Afrique
notamment en Afrique de l'Ouest. Je pense qu'il y a des choses, des valeurs qu'il faut cultiver, il y a des choses qu'il ne faut pas faire, et c'est très compliqué. Du coup, je pense que nous, leaders, qui nous mettons à la scène et qui prenons la défense de nos compatriotes, de nos communautaires, nous devons quand même essayer d'avoir des organisations, des personnes qui sont là pour nous accompagner, pour notre propre sécurité, pour que nous puissions quand même éviter d'être dans des situations vraiment malheureuses. Merci. Merci beaucoup. Une autre question. Alors, sachez qu'il y en a beaucoup, beaucoup, et je m'excuse déjà de ne pas pouvoir les poser toutes. On verra comment on peut essayer de relayer tout ça et de faire des liens entre ce qui est possible de faire. Donc voilà, dernière question. Pour la santé des trans, quelles sont les stratégies pour éradiquer l'automédication et la prise d'hormones sauvages? En fait, les stratégies, je vais parler comme d'habitude d'ici en Tunisie. Ce que je pense, c'est le grand problème, c'est au niveau de la loi, c'est au niveau gouvernemental. C'est puisqu'il y a toujours une loi qui criminalise et qui interdit la transition, l'existence en général d'une personne trans. Ça va pas être mieux un jour, sauf que si on décriminalise la transition. On décriminalise tout d'abord la transition. Après, on fait des formations au cadre médical et paramédical en Tunisie parce que en fait, je fais mes études en tant qu'un cadre médical et je vous assure que dans notre formation, par rapport à la question de l'homosexualité et de transition, on pose pas le sujet, on pose même pas le sujet. Donc, en tant que futur médecin, quand je suis en face d'une personne trans, tu vas pas comprendre la situation ou la prise en charge. Donc, c'est toujours par rapport à la formation du cadre médical et paramédical, par rapport à la situation. Et après, en troisième lieu, c'est par rapport à fournir les hormones, parce que en fait, on est toujours en situation de manque par rapport aux hormones. Il y a les hormones et après, pendant 6 mois, il y a un manque. Ce qui affecte, quand vous savez vraiment la situation d'une personne trans en traitement hormonal, parce que ça doit être régulier. Donc, c'est tout d'abord au niveau gouvernemental, la modification des lois. Après, la formation de cadre médical et paramédical. Et après, c'est de fournir le traitement hormonal et de légaliser les opérations de correction de genre. Merci beaucoup. Alors, on arrive à la toute fin. Je vous laisse le mot de la fin. Dites ce que vous avez envie. Tout simplement, moi, je vous dis merci. Merci beaucoup. Pour moi, ce fut vraiment un plaisir, un honneur d'être participer à cette table ronde. C'est vrai que le temps est parti, le temps ne nous suffit pas. J'ai tellement de choses à dire, mais c'est vrai que je ne veux pas tout dire. Je pense qu'on aura encore l'opportunité de se voir. Je remercie tous les panélistes avec qui j'ai participé à cette réunion. Merci à Giovanna, merci à Blake, merci à Clémence. Et vraiment, ce fut un plaisir d'avoir participé. Et j'espère qu'on se reverra très bientôt. Merci à tous et à toutes. C'était vraiment, je suis vraiment heureux d'être là avec vous pendant cette table ronde. J'avais tellement de choses à dire et de sujets à discuter par rapport à
tout ça. Mais j'espère qu'on aura plusieurs tables rondes et plusieurs réunions en futur et qu'on puisse se voir. Merci. Donc, de mon côté, c'est un privilège. En fait, c'était un privilège et un honneur d'être parmi vous. Et il y a un grand, grand merci, un grand cœur de remerciements à Blake et à Mélodie qui m'ont permis aussi de connaître d'autres réalités et qui me permettent aussi de me déconstruire. Parce que souvent, le fait de se déconstruire, ça nous permet aussi de comprendre l'autre et de savoir dans quelle mesure on peut s'entraider. Donc, un grand merci d'avoir témoigné sur ce qui se passe dans les lieux où vous habitez, puisque c'est vrai que moi, je parle d'un endroit un peu privilégié qui est la France, où on a eu des avancées des droits très récemment, mais qui nous protègent un petit peu en tant que personne trans. Donc, un grand merci de votre témoignage. Et puis, pour moi, c'était un grand honneur d'être parmi vous et de parler aussi de mon expérience. De mon côté, merci beaucoup. Je me joins à tout ce que vous avez dit. Donc, c'est une vraie opportunité de solidarité et un vrai moment de partage, notamment de visibilité et évidemment de résistance. Je vous invite à continuer de la même façon, active dans vos différents pays, dans différentes villes. Et surtout de retenir que vos savoirs, vos expériences, nos expériences aujourd'hui sont en train de faire avancer les choses, que la fatigue est des fois très pressante, mais que tout ce que vous avez dit, il va falloir qu'on réfléchisse ensemble à comment vraiment mettre en pratique tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Et donc, il faudra penser à la suite de cette question-là, puisqu'on ne peut pas réduire tout ce travail-là, tout ce partage d'expériences et de compétences, qui est un simple échange qui est très important aujourd'hui. Mais je vous invite à penser ça comme le début d'une démarche collective pour renforcer encore davantage notre capacité d'émancipation. Donc, du fond du cœur, bon courage à vous tous et toutes, et j'espère vraiment que la prochaine, ce sera un moment où on pourra avoir une place beaucoup plus importante et peut-être physique pour qu'on puisse aussi nous rencontrer et partager autrement notre capacité. Merci Stéphanie aussi pour tout ce que tu as fait pour pouvoir... Pour la cérémonie de clôture et à très bientôt.